Le bilan politique et économique du pays, les rapports des cours de contrôle, la crise des institutions et du débat public, le déficit du dialogue politique, l'initiative du RAZA dénommée Mobilisation pour un engagement national vers la souveraineté, l'unité et la refondation. Mesure pour analyser toutes ces questions, l'ère du temps reçoit Dr Cheikh Gueye, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique RAZA SA, responsable de la prospective et de la stratégie à l'IPAR, et Ibrahim Nour Edine Diagne, président African Performance Institute. L'ère du temps, c'est ce dimanche 25 décembre 2022 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 25 décembre 2022, bonne fête de la nativité à tous les chrétiens du monde, surtout à ceux qui sont au Sénégal, surtout avec aussi ceux avec qui nous travaillons ici au niveau du groupe E-Média. Nous vous souhaitons joyeux Noël à tous les Sénégalais. Nous sommes donc avec dans ce studio Ibrahim Nouroudine Diagne, qui est le président de African Performance Institute, et Cheikh Gueye, qui est le secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique RAZA SA, responsable de la prospective et de la stratégie à IPAR. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, au Sénégal, ces temps-ci, l'actualité est trop bouillonnante. Elle est politique, elle est économique, elle est sociale. En fait, tous les secteurs de la vie nationale sont touchés par cette actualité. Nous allons vers des élections en 2024, la présidentielle, qui cristallise beaucoup de passion. Monsieur, un bilan politique et économique de ce pays, qu'on peut dire, Ibrahim Nouroudine Diagne, aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de la situation politique et économique du pays? Merci beaucoup, Alassane. Je reprends vos mots pour également souhaiter mes vœux de joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du monde et celle du Sénégal particulièrement. La question a tout son sens. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons les effets en fait, d'une situation. Je pense que nous allons prendre le temps d'analyser la situation. Mais ce qui est inquiétant, c'est que nous vivons des effets sur un temps très limité avec une très forte intensité sur le plan politique et social. Sur le plan économique, je pense qu'également nous aurons l'occasion d'approfondir. Nous faisons face à des crises réelles qui sont des crises externes, mais également sur des leviers sur lesquels, pendant des années, nous n'avons pas pu faire les réformes structurelles, lesquelles réformes nous auraient permis d'amortir sans toujours faire appel aux leviers budgétaires, compte tenu des difficultés énormes que nous avons non seulement à mobiliser les recettes budgétaires, mais à les distribuer de façon équitable. Donc je pense que nous sommes à un moment très délicat de la vie du pays, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'analyser les problèmes, non pas les effets, mais la source des problèmes et de leur donner des réponses définitivement satisfaisantes pour toutes les parties du pays. Cheikh Gueye, sur le plan politique, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des dialogues nationaux. Apparemment, ça n'a servi à rien, à grand-chose. Bonjour Alassane, bonjour à mon ami et frère Ibrahim Nouroudine Diagne. Je suis particulièrement content de partager ce plateau avec lui. Nous avons une amitié, une fraternité de plus de 20 ans. Je voulais aussi m'associer aux vœux de joyeux Noël. Je pense particulièrement à l'abbé Alphonse Ndour, à Philippe Tine du Conseil national du laïcat et à Présence chrétienne, notamment notre ami Paul Correa. Donc, ce qu'on peut dire sur effectivement la situation politique, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. On avait, à la suite du Covid et ses impacts économiques et sociaux, craint la suite du Covid, notamment ses impacts politiques. Et on l'a vu un peu partout dans la sous-région, des crises, des coups d'État, des révoltes, le djihadisme qui s'est développé aussi face à ces fragilités. Et au Sénégal, nous étions à l'orée de plusieurs élections qui étaient très tendues, avec des campagnes électorales qui ont commencé très tôt, où on a retrouvé une certaine violence verbale, une violence physique aussi,
armée, même dans certains cas, à la suite de tout ce qui s'est passé au mois de mars 2021, donc où on a vu des affaires juridiques se mélanger à des affaires politiques et avoir en fait cet impact et mélanger à cet impact social du Covid. On a vécu quelque chose qui était inédit. On craignait beaucoup cette phase où il y aurait des élections locales, des élections législatives. Et globalement, on s'en est quand même sorti avec des élections qui se sont bien passées, des résultats qui n'ont pas été contestés malgré toutes les discussions. Et donc la mise en place de nouvelles autorités locales, de nouveaux représentants à l'Assemblée nationale. Ça sont donc les éléments positifs. Mais on voit globalement que la situation politique du pays se tend encore de plus en plus. On voit que la question de la préparation des élections 2024 reste un ingrédient qui accentue la tension. On voit que l'Assemblée nationale, la justice, donc les différentes institutions sont quand même de plus en plus fragilisées, disons mal perçues. Et donc on a vécu une année quand même assez tendue pour les Sénégalais du point de vue politique. Du point de vue économique, là aussi c'est très 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 difficile avec donc les impacts du Covid qui ont été rejoints par les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation, les problèmes d'approvisionnement et tout ça a beaucoup impacté les Sénégalais, aggravant ainsi la situation globalement disons de pauvreté, de précarité des populations. Sans doute on y reviendra plus en profondeur. Ouais. Ce cocktail explosif a été dénoncé aujourd'hui par Monseigneur Benjamin Ndiaye en disant que la violence verbale et physique est devenue pratiquement quasi quotidienne au Sénégal. Il dit que la langue peut allumer le feu dans tout ton pays. Il a fait cette image-là aujourd'hui avec son homélie, le 24 décembre hier. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation où il faut faire très très attention? Oui, moi en tant qu'observateur, je pense qu'en effet nous avons aujourd'hui des tensions qui sont attisées et qui sont aujourd'hui sans doute à leur paroxysme. Cela, je l'appellerai la colère. Donc aujourd'hui, dans l'évolution de la société sénégalaise, la violence est de plus en plus présente, mais qu'est-ce qui soutient cette violence? C'est en fait la colère. Et qu'est-ce qui soutient la colère? C'est une sorte de confiance qui est en déficit. Parce qu'un pays est organisé autour d'institutions, lesquelles institutions ont leur crédibilité et donc arrivent à réguler la société, quelles que soient les difficultés. Le Sénégal n'est ni le pays le plus pauvre, ni le pays le plus riche de la sous-région. Donc ce qui fait la solidité en fait, et la stabilité d'un pays, ce n'est pas le nombre d'institutions qui sont alignées, mais c'est la confiance que ces institutions-là représentent auprès des usagers. Et je pense que c'est sur ce registre que nous avons failli dernièrement en faisant un mélange entre le droit, qui est une matière que moins de 1% de la population sénégalaise maîtrise, pour pouvoir justifier des éléments sur lesquels les populations ont besoin d'éléments factuels pour asseoir leur confiance. Donc, à mon avis, il faut rétablir les confiances. C'est un discours que je tiens depuis. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de respect. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'ordre. Et quand il n'y a pas d'ordre, tout le monde est en insécurité. Donc, le chantier primordial aujourd'hui, au-delà des questions économiques sur lesquelles nous pourrons revenir, c'est un chantier pour rétablir la confiance. Les institutions aujourd'hui doivent revêtir le manteau de la confiance, celui par lequel le citoyen lambda se soumet à des règles d'ordre général qui s'appliquent de façon positive ou négative aux personnes, mais les personnes consentent faire ces sacrifices au nom de la nation qui est la question supérieure à chaque individu. Donc je vais vraiment insister sur le rétablissement de la confiance. Ce n'est pas un élément
accessoire, c'est l'élément principal selon ma conception. Est-ce que rétablir la confiance, c'est justement la gestion de l'argent des Sénégalais? On a vu le rapport qui est sorti avec le fonds Covid-19, le tollé que ça crée, l'émotion que ça crée au Sénégal par rapport aux chiffres qui ont été avancés. Est-ce que justement le gouvernement doit aller jusqu'au bout de cette affaire pour dire au Sénégal réellement ce qui s'est passé? Et les sanctions qui doivent être prises, qu'elles soient prises. Oui, tout à fait. Je pense que si la confiance est rompue, si la légitimité des institutions est mise à rude épreuve, c'est parce que justement il y a eu beaucoup de faits de ce genre qui n'ont pas été bien traités. Si on a toutes ces institutions de redevabilité, de transparence, il y en a. Tous les textes sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait des résultats des audits ou les rapports de toutes ces institutions? Est-ce qu'on a une vraie sincérité dans la volonté de travailler pour une vraie transparence en mettant ces institutions en place? Ce sont des questions qui se posent. Du point de vue de là où j'observe la situation, je pense qu'on fait aussi beaucoup de choses pour la forme. On fait beaucoup de choses pour plaire aux bailleurs, pour progresser dans les classements internationaux, pour obtenir des financements. Mais du point de vue purement interne, on n'a pas assez de volonté pour faire cesser ou pour faire cesser la corruption. La corruption, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre pays. Et ce qu'on voit au niveau du sommet, c'est juste le reflet d'une culture corruptive très développée et pour laquelle on doit également travailler. Parce qu'il me semble que chez nous, la culture du don, du contre-don, du service rémunéré ou pas, et sa frontière avec la corruption est déjà très ténue. Et on peut retrouver des situations dans beaucoup de domaines, sur les services publics, sur la gestion des ressources naturelles, la gestion... voilà, beaucoup de domaines où la corruption est très présente. Et donc c'est ce que nous voyons. Maintenant, ce qui rajoute à l'émotion pour cette fois-ci, c'est que c'est le Covid. C'est de l'argent qu'on a amassé, rassemblé de manière très, disons, difficile, dans un contexte très très contraint, où beaucoup de Sénégalais étaient en train de mourir, ou d'être traités dans les hôpitaux, où les moyens manquaient gravement, et beaucoup de Sénégalais ont fait des sacrifices. On rappelle toujours les 200 millions de Serigne Mountakha, et tous les Sénégalais qui ont suivi jusqu'à ce qu'on obtienne 20 milliards de la poche des Sénégalais. Si après, donc à la suite de ce rapport, on voit que beaucoup de cet argent a été très mal géré, une partie de l'argent a été vraiment fait l'objet de vols, parfois il faut aussi dire les mots, ça aggrave la perception qu'on peut avoir de la gestion de l'argent public et donc de la confiance que les citoyens ont de leurs institutions, toutes les institutions, puisque c'est un fonds qui a été géré presque par toutes les institutions en même temps. Donc ça, c'est un reflet d'une mauvaise gouvernance des ressources publiques depuis de nombreuses années maintenant. Et cet aspect-là, me semble-t-il, est un des révélateurs de la crise profonde de la société sénégalaise et de son rapport avec les institutions qui sont censées les représenter, qui sont censées, auxquelles ils doivent se reconnaître. Et donc ça, c'est aussi un problème très 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 grave
auxquels il faut s'attaquer. Les institutions sont reflétées par les hommes qui les animent. Normalement, la confiance, comme vous l'avez dit, qu'on donne à ces personnes, c'est de dire, gérez-nous notre argent de façon optimale. Est-ce qu'il faut une réforme en profondeur des textes, de la façon de faire, de la façon de gérer l'administration, où aujourd'hui, comme le Cheikh vient de dire, la corruption semble être même généralisée dans les familles elles-mêmes, où les populations elles-mêmes poussent les gens aussi, des fois, à être corruptibles? Alors là, je répondrai en deux temps. D'abord, la corruption, c'est un phénomène de société et souvent la corruption existe lorsqu'il y a un écart entre les exigences, ce qu'il faut faire, et la possibilité de le faire. Si aujourd'hui on vous dit pour avoir tel document, voilà ce qu'il faut faire, mais que c'est très difficile pour vous de le faire, quelque part on a créé une zone de corruption parce que vous n'êtes pas capable de le faire sans pour autant avoir une aide. Et cette aide-là, qu'on l'appelle masla, qu'on l'appelle n'importe quoi, est quelque part assimilable à de la corruption. Mais le problème de fond, à mon avis, vis-à-vis des institutions, n'est pas dans le design des institutions. Les institutions sont bien décrites, elles ont leur rôle, elles sont bien agencées dans la structure globale de gouvernance. La question, c'est la tolérance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des institutions qui ont des pouvoirs. La plupart ont le pouvoir qu'il faut pour exercer leur mission de la façon la plus convenable. Mais il y a toujours un moment où il y a une autorité qui a la capacité de décider du degré de tolérance qu'il faut accorder à ces rapports qui sont remis. Et c'est justement cette tolérance-là, la régulation de cette tolérance qui n'est pas transparente et qui aujourd'hui rompt la confiance d'une part. Parce que parfois, vous allez avoir des explications très techniques. Moi, je lis souvent les explications que les gens peuvent donner, qui sont des explications techniques, mais on oublie qu'en matière de gouvernance et même en matière de leadership d'une manière générale, les symboles ont leur sens. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de chercher les articles du droit qui justifient un comportement. Il faut que le comportement lui-même soit en adéquation avec les attentes des populations ou des acteurs ou des parties prenantes. Et c'est en cela qu'une forme de refondation est nécessaire parce que nous avons pendant longtemps, et donc mes propos ne sont pas fixés sur le régime en place, c'est le Sénégal qui est dans une maladie chronique et il faut qu'il guérisse cette maladie par une forme de refondation. Et cette refondation, elle passe par mettre en place les organes de régulation qu'il faut, parce qu'on a des organes de contrôle, ça c'est clair, mais également avoir cette culture de la rigueur. Tolérance zéro. Tolérance à certains niveaux où c'est des questions de survie. Je pense par exemple au secteur informel. On ne peut pas le faire disparaître du jour au lendemain parce que c'est un secteur qui permet de générer des revenus et qui permet de réduire la pauvreté. Mais au-delà de cela, il faut quand même que nous ayons la culture de la tolérance zéro parce que la gestion des biens publics, ce n'est pas une histoire d'un moment, ce n'est pas une histoire d'un mandat, c'est une histoire de toutes les générations qui vont se succéder dans ce Sénégal. Et chaque génération a le devoir de faire en sorte que la rigueur et l'esprit de bonne gestion soient au cœur de l'action publique, de sorte à ce que les intérêts des générations futures soient préservés. Nous ne pouvons pas résumer le Sénégal de 2022 à ceux qui vivent aujourd'hui en 2022 et laisser à ceux qui viendront dans 10, 20, 30 ans, 40 ans se débrouiller avec ce qu'ils trouveront. Est-ce qu'on peut appliquer une tolérance zéro dans un pays où on passe tout son temps à demander des interventions? Même pour une contravention sur la route, il faut des interventions. Des fois maraboutiques aussi, qui font aussi des fois les sanctions qu'il faut prendre. Oui, c'est la culture dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que dans le rapport que les citoyens ont des institutions, ont de l'espace public, ont du sens de l'État, je dirais même de la République, il y a beaucoup de choses à revoir. C'est pour ça que je suis d'accord avec Ibrahim quand il parle de refondation. Toutes les institutions qui nous ont fait fonctionner jusqu'à aujourd'hui manquent de légitimité, sont souvent mal comprises par les populations dans leur majorité. Les langues à partir desquelles on les gère leur sont étrangères. Donc, il y a effectivement un hiatus entre toute cette sphère qui gère le pays et les logiques des populations. D'ailleurs, ce qui est
intéressant à voir, c'est que quand il y a des tensions ou même des grandes manifestations à Dakar, quand vous quittez Dakar, quand vous dépassez Rufisque, vous avez l'impression d'être dans un autre pays. Parce que les populations vaquent à leurs occupations, s'occupent de travailler pour avoir quelque chose pour vivre. Et il y a un vrai hiatus entre la capitale, les institutions qui y sont, etc., et le reste du pays. Donc globalement, ça, c'est un problème qui justifie justement qu'on puisse parler effectivement de refondation. Et que on ait une sorte de consensus national sur cette question, que tout le monde se rende compte que après 60 ans ou 62 ans, il est temps de se remettre autour d'une table. D'abord pour revoir notre constitution. Moi, je crois que on a besoin d'une nouvelle constituante, que toutes les parties prenantes de ce pays se retrouvent et qu'on rediscute sur les fondements du pays. Quel pays nous voulons, quel projet de pays nous voulons, quel projet de société nous voulons, en le projetant dans l'avenir. Parce que ça aussi, c'est une question, c'est un enjeu qui me semble souvent négligé. L'avenir. Quel monde nous allons affronter dans l'avenir et quelle préparation nous devons avoir par rapport à ce monde qui advient. Donc cette démarche prospective-là, elle est très, très négligée. Et c'est pour ça que parfois, toutes les choses qui nous arrivent, que ce soit des chocs externes ou des chocs internes, nous surprennent. Et donc, en tout cas, je souscris à cette idée de refondation nationale, que tout le monde se mette autour de la table, que les acteurs politiques, sociaux, économiques, religieux, que tout le monde se mette autour d'une table pour revoir les fondements de nos institutions, pour revoir notre système éducatif, pour revoir la place de la culture dans notre pays, pour connecter les institutions avec les réalités profondes du Sénégal. À mon avis, ça c'est un horizon indépassable si on veut vraiment un changement durable, le changement durable dont on parle. Pas juste des réformettes ou des retouches, mais on sait que ce système, il a connu il a une finitude. Actuellement, c'est ce qu'on ressent. On voit que ça ne marche plus au Mali, ça ne marche plus au Burkina, ça ne marche plus dans les pays qui nous entourent. Il n'y a pas de secret. Tout ce qui arrive dans les pays qui nous entourent, c'est parce que le système par lequel on a fait fonctionner nos pays depuis l'indépendance a atteint ses limites. Il faut trouver un nouvel élan, un nouveau pacte social, un nouveau pacte national. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'à travers un dialogue pour qu'on définisse les 7, 8, 10 axes pour qu'un avenir meilleur pour le Sénégal puisse advenir. Il me semble que c'est en tout cas quelque chose qui est indépassable. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps qui reçoit Cheikh Gueye, Dr Cheikh Gueye, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique Raza, responsable de la prospective et de la stratégie à l'IPAR, et Ibrahim Nour Edine Diagne, président African Performance Institute. Cheikh parlait tantôt de refondation. Et pourtant, il y a eu des assises nationales qui ont été organisées au Sénégal, les choses ont été mises en place, toutes les couches pratiquement ont participé, sauf le PDS qui était au pouvoir, qui n'a pas accepté. Les résultats sont sortis et mis dans les tiroirs. Au fond, est-ce que ce n'est pas la classe politique sénégalaise qui est en déphasage, aussi bien pouvoir-opposition, par rapport aux nouvelles aspirations du pays? Oui, je pense que nous avons la tradition d'avoir un idéal lorsqu'on est dans l'opposition. Parce que si on regarde bien la classe politique sénégalaise, pouvoir-opposition, c'est les mêmes depuis 60 ans qui tournent. Soit ils sont dans l'opposition, soit dans le pouvoir. Ils sont accusés de voleurs, entre autres. Alors tous ont été au pouvoir. Certains ont aussi été des voleurs qui sont aussi dans l'opposition aujourd'hui. Regarde lucidement les choses. Absolument. C'est pour ça que je dis que nous avons une dualité de conscience. Nous avons la conscience qui anime lorsqu'on est en dehors de l'exercice du pouvoir. Et je pense que celle-là, c'est la conscience sincère. Et nous avons la conscience qui anime lorsqu'on est au pouvoir. Et lorsqu'on est au pouvoir,
il y a beaucoup de virus qui viennent perturber la conscience. Pourquoi? D'abord, c'est la volonté de durabilité. Parce qu'un pouvoir, il est consenti pour un temps limité. Et c'est une question qu'il faut revoir. Faut-il faire un mandat de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans? C'est une question qui n'est pas fermée. Il ne faut pas se dire que c'est 5 ans parce que c'est ça que tous les pays font. Non. Pour construire un pays, ce n'est pas possible de le faire en 5 ans. Alors, dès qu'il y a un enjeu de durabilité, ça commence à pervertir la conscience initiale qui était bien fondée. Et après cette volonté de durabilité, il y a ensuite la peur du remplacement. Et ça, c'est un comportement humain. Chaque être humain se pose la question sur sa durabilité, donc good de fan, mais il n'y a pas que les êtres humains qui veulent vivre longtemps, les régimes aussi le veulent. Et ensuite, le remplacement. Et donc, c'est pour cela que je dis que je ne suis pas surpris que les assises nationales qui avaient été construites en dehors du parti au pouvoir, aujourd'hui, ne soient pas reflétées dans leur intégralité par les partis qui sont au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut un régulateur. Il faut que les personnes aient une limite. Et cette limite-là, elle doit être construite à travers la refondation. Il faudrait que gouverner soit un exercice au service des populations. Parce qu'en fait, ce n'est que cela. Vous voyez, parfois, je regarde la presse, le journal télévisé, et je vois des populations qui remercient des autorités publiques pour un travail qui n'est rien d'autre que l'exécution du budget national, lequel budget national n'est rien d'autre que la collecte de leurs impôts. Donc, il y a un problème de compréhension entre les gouvernants et les gouvernés, parce que si le gouverné qui cotise à la caisse commune, qu'on appelle le budget, lorsqu'on redistribue cet argent à la faveur de ses préoccupations locales, il se sent le devoir de remercier ce qu'il n'a pas compris, qu'on est en train de lui redonner son argent et que cet argent-là, on le lui redonne pour servir la communauté. Donc, est-ce que c'est par là-bas que se pose la question fondamentale de l'éducation des populations? Exactement. Pour qu'elles comprennent les enjeux, qu'elles comprennent que si on fait une route, c'est normal qu'on le fasse parce que celui qui a été élu doit le faire, il a été embauché pour ça. Exactement, mais ça, c'est toute la société qui est malade à ce niveau-là parce qu'il n'y a pas eu de répit entre le colon, qui était un dictateur, c'est ce qu'il faut dire, et le remplacement du colon. On ne s'est pas arrêté pour nous redéfinir en disant, attends, nous avions un propriétaire du Sénégal qui s'appelait le colon, il considérait que nous étions sa propriété, il est parti, nous voulons le remplacer avec les mêmes outils, avec les mêmes instruments, sans nous poser la question, est-ce que nous aussi, nous allons être les propriétaires de ce que nous gouvernons? Donc, cette refondation, elle est nécessaire, mais le problème, c'est le temps. Aujourd'hui, le temps et la légitimité, d'ailleurs, pour reprendre le propos de mon ami cher. Qui est légitime pour dire « je refonde le Sénégal » On a un vrai problème. Chaque acteur qui se positionnerait pour le faire, on lui dirait « mais au nom de quelle légitimité ?» La légitimité la plus forte que nous avons, c'est celle du pouvoir de l'État. Parce qu'au moins, on lui a confié tous les instruments pour pouvoir réguler la société sénégalaise. Mais comment est-ce que ce pouvoir-là, s'il ne construit pas des ponts de confiance avec toutes les parties prenantes, peut-il prendre l'initiative justement de pouvoir apporter ces changements que nous attendons? Donc ça, c'est vraiment un problème de fond. Et je pense que nos temps aujourd'hui sont des temps électoraux. Quel que soit le moment où on tient cette émission, il y a toujours une élection qui est devant. Et donc l'impératif de cette élection prédomine sur les exigences des problèmes à régler. Et je vais rapidement passer sur la question économique pour dire que les problèmes économiques du Sénégal pouvaient être réglés si on avait un temps qui nous permettait de les analyser correctement et de mettre en place les dispositifs qui conviennent. Actuellement, on parle de la vie chère, on parle de l'Ukraine, on parle des inflations et de tout ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qu'on a construit de solide depuis les 10 ou 15 dernières années pour ne pas rester dans le temps d'un régime politique? Qu'est-ce qu'on a construit de solide pour avoir notre capacité à pouvoir générer une économie qui génère des emplois et le reste? Très peu de choses. Et souvent de façon très artificielle, avec plus des aides de communication qu'un réel impact. On parle de la réduction des loyers par des mesures législatives. Je n'y crois pas, personnellement. Je ne pense pas qu'on peut prendre une loi pour réduire les loyers. Par contre, on peut mettre en place des dispositifs pour aider, des aides au loyer pour ceux qui l'ont. Le temps de construire nos 100 000, 200 000, 300 000 logements. Donc, je pense que c'est peut-être les échéances électorales qui nous conduisent toujours à
faire des choses de façon très cosmétique. Il y a 1 an et demi, on faisait cette émission, on parlait de l'emploi, la grande initiative de l'emploi, on n'en parle plus. Parce qu'à l'époque, c'était critique. On avait un Sénégal qui commençait à bouillonner sur le plan social. Et donc, voilà un peu pour moi les quelques considérations. Une émission ne suffit pas, bien entendu, pour faire le tour de la question. Mais est-ce que justement, comme l'a dit Ibrahim Diagne, le Sénégal n'est pas pris en otage par les politiciens qui, eux, sont assujettis à des élections? Qu'il n'y a pas une stratégie à long terme, une perspective? Et comme il l'a dit, les colons ont été remplacés par d'autres colons plus noirs, mais qui sont plus colons que les colons. Malheureusement, c'est une réalité. L'espace politico-médiatique dicte sa loi, dicte l'agenda, dicte les priorités. Et malheureusement, les priorités ne sont souvent que politiciennes ou électorales. L'observation, tu parlais tout à l'heure du dialogue national. J'ai assisté à l'ouverture des 2 dialogues nationaux à la présidence de la République. On l'a vu, dès qu'on a mis en place une commission politique, c'est la commission politique qui a fonctionné. Tout le reste n'a plus fonctionné, en tout cas même s'il a fonctionné, les résultats sont mis dans les tiroirs. Donc c'est le seul secteur qui enrichit les gens aussi. Bon, on peut effectivement penser que la politique est devenue un ascenseur social, business, et aussi un vrai business qui permet aux gens donc d'avoir leur entreprise en tant que parti, de gagner de l'argent. On se demande par quelles ressources d'ailleurs tous nos hommes politiques vivent. Je vois qu'il y a beaucoup de consultants, mais j'aimerais bien voir le marché qu'ils gagnent, parce que je sais que la consultance est un métier aussi souvent très, très précaire. Donc il y a beaucoup de choses à redire de ce point de vue-là, mais c'est pas justement... Ce sont des discussions profondes du rapport de la politique avec l'argent, que ce soit dans l'opposition, mais surtout dans le pouvoir, qu'il faut interroger, parce que on voit que ce qui attire beaucoup les gens, ce sont effectivement les postes, mais aussi toutes les opportunités. Et si on revient au rapport, il faut aussi le dire, le rapport, c'est un instantané de ce qui se passe globalement dans la société, mais aussi surtout dans la gestion des affaires publiques. La corruption, elle est omniprésente. Et donc, il faut interroger ce rapport-là entre les hommes politiques et l'argent, et fonder l'idée que nous avons un mauvais rapport par rapport à la politique qui est service à l'autre, qui est service pour l'intérêt général, la politique qui est une activité qui ne doit pas être une activité à plein temps. Normalement, on doit pouvoir avoir son métier, servir son peuple, etc. Mais on voit que nous avons des politiciens professionnels, donc qui n'ont aucune autre activité que la politique politicienne, et effectivement ça pose problème. Mais est-ce que le maintien des populations dans l'ignorance, le sabotage de l'éducation entre guillemets de l'école coloniale qui est encore là avec réminiscence, est-ce que c'est pas une volonté de la classe politique de maintenir les populations dans cette situation-là pour mieux les asservir? Je ne le dirais pas comme ça, mais je dirais qu'il y a en tout cas une volonté de ne pas faire les ruptures nécessaires. C'est le RASA, rapport alternatif sur l'Afrique, donc l'initiative à laquelle nous appartenons, a sorti juste après le Covid un ouvrage qui s'appelle Souveraineté et rupture. Et l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, on est arrivé à un moment où le Covid révèle toutes les crises, toutes les failles, tous les retards de notre société par rapport à un certain nombre de choses. Toutes les choses que nous venons de discuter, l'éducation, la santé. En ce moment-là, nous nous interrogeons sur les ruptures, les basculements à faire pour de vrais changements. Mais depuis la fin du Covid, tu vois, il n'y a pas de rupture profonde. Il n'y a pas une volonté de passer à un autre système, à
à d'autres logiques. Donc c'est maintenant ça qu'il faut vraiment changer. Il faut s'arrêter. On est en fin 2022. On a fait 22 ans d'indépendance. On a 62 ans. 62 ans d'indépendance, pardon. Et donc, on a l'opportunité, avec la crise de basse intensité que nous connaissons, parce que n'attendons pas d'avoir des crises de grande intensité, comme ce qu'on connaît dans d'autres pays, pour faire la refondation. Ouais. Il faut anticiper. Il faut l'anticiper, parce que nous sommes dans une relative encore stabilité. C'est quelque chose qui est devenu indispensable. Et d'ailleurs, quand j'écoute les hommes politiques, j'écoute aussi d'autres franges de la société, je me rends compte que c'est un agenda voulu par tous, cette refondation. Il faut revenir à nous-mêmes. Mais personne n'y va. Voilà. Mais non, il faut un leadership, comme il l'a dit. Il faut que le leader soit là pour ça. Parce que ça vaut tous les sacrifices pour le leader. Qu'il se scinde les reins et qu'il demande à toute la population sénégalaise de se mobiliser autour d'un agenda de rupture, autour d'un agenda de basculement vers autre chose. Ça, si on ne le fait pas, c'est justement, je pense que tous les hommes politiques même sont en danger. Parce que quel que soit l'homme politique qui va arriver, il va buter sur cette volonté de rupture qui est souvent repoussée, qui est souvent rejetée. Et donc, je leur fais l'appel, en même temps que toutes les autres franges de la nation, de la société civile, des religieux, etc., pour que tout le monde soit exigeant par rapport à cette rupture-là, par rapport à la nécessité d'avoir un nouvel élan du Sénégal. Et ça passe par un dialogue large de toutes les franges politiques, oui, du même type que ce qu'on a connu partiellement dans les assises nationales. En tout cas, l'initiative Mesure que nous proposons, d'ailleurs c'est Ibrahim qui a... mobilisation pour un engagement national vers la souveraineté, l'unité et la refondation. Voilà. C'est ça Mesure. C'est ça Mesure. Et donc, dans le cadre de nos discussions dans le groupe RAZA, 200 et quelques personnes, etc., qui discutent jour et nuit sur l'avenir du pays, on s'est dit, après avoir fait un ouvrage après le Covid, on veut inviter la nation sénégalaise à se mettre autour d'une table, à revenir à des débats de haut niveau, des débats fédérateurs pour définir de nouveaux axes par lesquels on peut définir des priorités pour préserver l'avenir du pays. Et ça, il me semble que c'est devenu là aussi. Mais de façon concrète, comment mettre en place cette mesure? Alors, je pense concrètement, d'abord, le premier niveau... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pacifier. Parce que quand tout le monde est en mode passion et chacun essaie de bander ses muscles, ça n'apporte rien. Au contraire, ça dégrade la situation et ça nous met tous en danger, comme il l'a dit, en tant que citoyens, les acteurs économiques, les acteurs politiques. Personne n'a intérêt à ce que chacun exhibe ses forces et les destine à la destruction de son adversaire. Donc la première urgence, c'est la pacification. Une fois que la pacification est faite, il faut aujourd'hui engager le débat sur la refondation. Et ce débat sur la refondation, je disais que la légitimité la plus acceptable, c'est celle des gouvernants, sauf que les gouvernants n'ont pas investi sur la confiance, et ce qui fait que leur légitimité est écorchée. Mais est-ce que vous allez prendre l'initiative d'aller rencontrer les acteurs politiques? Nécessairement. La question, c'est qu'il y a tous les acteurs aujourd'hui qui sont concernés, au premier chef desquels d'ailleurs le peuple. Moi, je verrai mais ce sont les politiciens d'abord qui tiennent le peuple en otage. Oui, mais vous savez, c'est ça le grand danger, c'est que les politiciens sont minoritaires et du fait qu'ils occupent l'espace politique et qu'ils ont également, lorsqu'il s'agit de l'État, donc une capacité de mobiliser l'État, on a l'impression que le Sénégal se résume à sa classe politique et à son gouvernement. Alors que l'essentiel des Sénégalais, la grande majorité aujourd'hui, souhaitent d'abord un espace public apaisé d'une part, mais que les problèmes de fond soient résolus de façon définitive. Alors pour parvenir à cela, comme je dis, la pacification, c'est un exercice
de bonne intention, aller faire le tour, aller vraiment inviter les gens à se dire que ça ne se réglera pas par la force ni par une tonalité guerrière. Mais une fois que cela est fait, que ça aboutisse ou pas, il y a devant nous des urgences qu'il faut prendre en charge. Et ça, c'est des discussions. Comme l'a dit Cher, moi je suis membre du RAZA depuis presque le début. Cher est un frère de longue date, comme il l'a indiqué. Et l'initiative mesure que nous avons mise en place, c'est une initiative pour poser les jalons de cette refondation autour des intérêts nationaux et également d'un Sénégal qui est dans une Afrique. Pour cela, il y a plusieurs approches. Les approches ne sont pas encore définies. Pour l'instant, c'est la prise de conscience parce que tout changement démarre par une prise de conscience à tous les échelles, hein, vraiment, les acteurs qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Après cette prise de conscience, il faut se dire, mais quel est l'outil le plus efficace aujourd'hui pour parvenir à cela? Moi, je ne serais pas fermé à ce qu'un référendum puisse être organisé pour impliquer toutes les couches de la population sur la nécessité de la refondation et sur les piliers et l'architecture de cette refondation. Ça peut paraître technique lorsqu'on le dit comme ça, mais ça doit descendre dans un débat audible et de surcroît donc permettre de servir de cadre à cette refondation. Ce n'est pas une décision qui est prise. Nous sommes dans un collège de discussion, mais je pense qu'il y a d'abord urgence 1, pacification, urgence 2, faire toute la sensibilisation qu'il faut et mobiliser les acteurs autour d'une refondation, car comme il l'a dit, aucun régime qui trouve le Sénégal dans l'état dans lequel il est n'est capable de résoudre les problèmes du Sénégal. Est-ce que ça passe par des débats où tous les acteurs opposition au pouvoir sont convoqués pour poser des questions fondamentales, comme le faisait avant Club Nation Développement, comme le faisait Grèce entre autres, qui étaient quand même des espaces, quoi qu'on dise, de respiration démocratique? Je pense que plus que jamais, on a besoin effectivement d'espaces transpartisans où les citoyens... Même si on n'est pas d'accord, qu'on débatte. Et que les médias aussi apportent leur contribution en élevant le débat, le niveau, et en ayant vraiment une pleine conscience qu'ils ne doivent pas aussi suivre la meute. Il me semble aussi que les médias ont un rôle très important. Et je suis assez optimiste là-dessus parce que je considère que parmi tous les hommes politiques que j'écoute, il n'y a pas un seul qui n'est pas d'accord sur la souveraineté. Il n'y a pas un seul qui n'est pas d'accord sur l'unité du pays. Il n'y a pas un seul qui n'est pas d'accord sur la question de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des axes prioritaires qui doivent mobiliser toutes les énergies. Et on a toujours été capable, dans des crises même plus importantes, de nous en sortir par le haut. Au début de la crise du Covid, mais on ne reconnaissait plus ni le pouvoir ni l'opposition. Parce qu'il y avait une peur pour l'avenir du pays. On ne savait pas de quoi demain serait fait. Et personne ne savait s'il allait vivre ou mourir. Donc devant, il ne faut pas attendre d'être devant le précipice individuel de la mort ou de la destruction de notre pays pour reculer. Mais on va vers une présidentielle qui cristallise beaucoup de passion et beaucoup de tension. Effectivement. Il y a égard à ce qu'on a vécu en mars. Effectivement. Et là aussi, même ça ne me fait pas perdre mon optimisme parce que je considère que dans les jours, les semaines à venir, on peut avoir des grandes décisions qui sont prises sur les principales questions qui alimentent la tension, la question du mandat, la question de la participation aux élections, la question de la décision prise par le président de la République de faire de faire participer Khalifa Sall, Karim Wade. Il y a des éléments de pacification, d'ailleurs que nous-mêmes nous lui avions demandé dans le cadre du QDIS quand nous sommes passés le voir il y a 1 an. Il me semble que s'il y a une vraie volonté du leader, on peut avoir une situation où aussi la justice joue aussi un rôle, effectivement, dans les décisions qu'elle va prendre. Donc on peut avoir
un happy end finalement, avec des élections bien préparées, etc. Mais même ça, ce n'est pas en tout cas suffisant. Il faut à partir de là décider que on va vers cette refondation-là et ne pas le prendre juste comme quelque chose de partisan. Mais il faut que ça soit une démarche générale, holistique, que toute la population se mobilise et soit mobilisée en tout cas pour repenser le Sénégal et lui donner un nouvel élan. Mais est-ce que cette refondation arrange l'étranger, ceux qui ont leurs intérêts au Sénégal? Par exemple, la France, qui est là, qui a son coude sur nos coups. Notre économie, cette refondation, c'est de sortir de l'économie sénégalaise pour permettre à des Sénégalais de prendre en charge leur économie. Est-ce que aussi les chefs d'entreprise sénégalais sont prêts aussi à faire le sacrifice qu'il faut? Alors, ça se joue de façon beaucoup plus simple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la France, l'Allemagne, la Grèce ou n'importe quel autre pays gère les intérêts. Chacun gère les intérêts de son pays et nous avons eu 1000 fois l'occasion de nous en rendre compte. Donc, le Sénégal ne peut pas être pointé du doigt s'il gère les intérêts de son pays. Mais la notion de souveraineté telle que je l'aperçois, ce n'est pas l'exclusion de l'étranger. C'est l'organisation de l'espace économique national pour permettre aux acteurs nationaux de pouvoir valoriser leurs talents, générer des emplois, créer des richesses. Donc, s'il y avait un statut particulier privilégié accordé à des entreprises étrangères et qui était refusé à des entreprises nationales, cela ne fait aucun sens. Il est absolument nécessaire de s'en départir. Mais ne voyons pas derrière souveraineté, et moi d'ailleurs j'insiste beaucoup dessus, ce n'est pas un racisme économique, encore moins une haine de l'étranger qui investit. Le Sénégal est un pays ouvert sur lequel tous les acteurs sont invités à investir, mais nous avons pour devoir de protéger notre espace économique et de mettre en priorité nos entreprises nationales. Voilà pour moi. Justement, est-ce que les acteurs nationaux sont prêts à s'organiser davantage, à mettre la même mise sur leur propre économie aussi, ne pas attendre tout le temps aussi des marchés étrangers? Aussi, on leur confie des marchés au Sénégal qui sont incapables de terminer. On voit ce qui se passe, il y a des nationaux à qui on a donné des marchés, mais qui sont pires peut-être que d'autres. Oui, mais quel national? Un exemple, je vous donne un exemple, par exemple, dans la banlieue, il y a eu 2 chantiers qui ont été remis à des Chinois et à des Sénégalais par rapport aux inondations. Les Chinois ont fait le travail qu'ils devaient faire de façon propre. Le Sénégal est incapable de terminer le travail. Mais comment ça aussi, c'est des problèmes. Mais comment le Sénégalais a-t-il été choisi? Je ne sais pas. J'ai pris mon cousin qui ne sait pas faire de la voirie et que je lui confie la voirie. Donc, ce n'est pas une histoire de Sénégalais. C'est une histoire de transparence dans la manière dans laquelle on confie l'expertise. Moi, dans le domaine dans lequel je suis, l'expertise sénégalaise est à jour pour faire tout. Absolument. On est capable de faire ce que le Japon fait, l'Allemagne fait, les Américains font. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas voir le national comme étant quelqu'un qui a bénéficié d'une comment vous organisez-vous davantage? Oui, mais c'est une bonne question. Le secteur privé... Arracher vos droits. Le secteur privé n'est pas bien organisé parce qu'il a aussi ses défis et ses tares. Là-bas aussi, l'alternance n'est pas forcément un élément déterminant. Mais je pense qu'il faut que le secteur privé s'organise, surtout autour des jeunes entreprises. Parce que moi, je côtoie les jeunes, 35-40 ans, mais c'est eux qui tiennent aujourd'hui. C'est autour de ces acteurs qu'il faut mettre toute l'énergie pour que demain, ils fassent exploser le Sénégal. Donc, voilà, je sais que le temps est compté. Ce point est bien précis. Comment organiser le secteur national, eux-mêmes, qu'ils soient beaucoup plus rigoureux dans ce qu'ils font aussi? Je pense qu'il faut les aider aussi. Si une entreprise chinoise, une entreprise turque, une entreprise portugaise ou américaine ou française gagne des marchés, c'est parce que elle a une banque chez elle, elle a un appui diplomatique, l'État doit accompagner les nationaux, l'État doit accompagner les encadrer, les moyens de travail, les financer, les organiser. Il faut une vraie volonté politique là-dessus. Et pour moi, c'est ce qui manque le plus. Et la notion de souveraineté, effectivement, c'est pas l'autarcie, c'est pas rester entre nous, mais c'est privilégier nos intérêts, décider par nous-mêmes comment on exploite nos ressources, à qui on les donne, ou en partage ou en exploitation, etc. Et aussi revenir à une vraie souveraineté conceptuelle, une souveraineté intellectuelle. Ne pas laisser les autres penser pour nous-mêmes. Réfléchir pour nous. Réfléchir pour nous et par nous. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. On ne fait pas confiance assez à la recherche dans notre pays, à la recherche de nos universitaires. Regardez, durant le Covid,
vous avez vu beaucoup de chercheurs sortir dans l'espace public, être appelés dans les commissions par-ci, par-là. Mais après, il y a la capitalisation de tout ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dans les tiroirs encore. Encore dans les tiroirs, et de toute manière, il n'y a plus cette interaction nécessaire. Et alors que tout pays qui s'est vraiment développé, s'est développé à partir d'une pensée, à partir de ceux qui réfléchissent, à partir de données probantes qui sont produits. Et donc, il me semble que c'est ça qui nous manque le plus, et c'est un élément de souveraineté indispensable. Voilà, point final à l'ère du temps. Merci à Ibrahim Nour Edine Diagne, qui est le président de African Performance Institute. Merci à Dr Cheikh Gueye, secrétaire permanent du rapport alternatif sur l'Afrique RASA, responsable de la prospective et de la stratégie à IPAR. Au micro, Alassane Samba Diop, à la technique Biran Cissé. Excellent dimanche à tous et joyeux Noël.